Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Alors maintenant que Donald Trump est fermement en selle pour diriger les États-Unis pendant les 4 prochaines années et après ses déclarations tonitruantes et son avalanche de décrets, comment comprendre sa politique à la fois protectionniste et expansionniste? Philippe Labrec, chroniqueur géopolitique, fait le point. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous attaquez à une question qui demanderait une dizaine d'années de chronique, non? C'est vaste. C'est vaste, mais c'est pressant surtout. Donc on n'a pas le choix de se poser la question absolument maintenant, sans trop de délai. Oui. D'ailleurs, si les tarifs touchent le Canada le 1er février, on se pose la question depuis quelques semaines au minimum déjà. Avez-vous lu l'éditorial du Wall Street Journal d'hier qui avait dit que Trump allait reporter jusqu'au 1er février ou que je ne sais pas trop quoi, et ça avait envoyé, le dollar états-unien avait perdu 1% de sa valeur très vite. Non, la relation de dollar américain et canadien avait chuté, ou du moins avait fluctué d'1%. L'euro et le yen aussi, hein? Un peu face à toutes les devises, mais il faut dire qu'il faut mettre les choses en contexte. Le dollar américain était déjà à peu près 1,44$ canadien, si je me trompe, et avait chuté à 1,43$ ou à peu près. Tout à fait. Ce qui est extrêmement élevé là, pour le dollar américain. Le dollar américain, en ce moment, est en position de force face à toutes les autres devises. J'ajouterai ceci, par contre, c'est pas nécessairement quelque chose qui plaît à Trump. Trump a toujours demandé un dollar plus faible pour favoriser les exportations américaines, tout comme le Canada aime bien avoir un dollar relativement faible, pas trop faible, mais relativement faible face au dollar américain, pour la même raison, favoriser les exportations aux États-Unis. Alors justement, maintenant, il y a une menace de 25% de tarifs de douane reportés donc du 20 au 21 janvier au 1er février. Est-ce que vous y voyez clair là-dedans, tout le monde? J'ai lu plein d'analyses et tout le monde dit une chose et son contraire. Tout le monde se pose des questions. Est-ce que c'est du bluff? Est-ce que c'est voulu? Et qu'est-ce qu'il veut, Donald Trump? En fait, je crois que c'est la première chose qu'il souhaite, ou du moins l'objectif premier, était de créer cette confusion que vous mentionnez. Justement, laisser ses partenaires commerciaux avec qui il veut sûrement renégocier certaines ententes à la faveur des États-Unis, les laisser dans le flou. Et donc, la première des choses, je crois que ça a fonctionné quand on pense à Justin Trudeau, ça a au moins contribué minimalement à sa chute. Le fait qu'il a jeté le Canada dans un flou existentiel, si je peux dire, non seulement avec les tarifs, mais en créant le 51e État ou le discours autour du 51e État. Et donc, disons qu'il maîtrise le jeu pour l'instant. Vous avez raison, là, tout le monde peut se prononcer sur la chose, ce que je fais d'ailleurs, là, sans vraiment savoir exactement ce qui va arriver par la suite. On est un peu pris dans la spéculation ou dans l'anticipation, là, dites-le comme vous voulez, mais je crois que c'est ce que Trump voulait. Tout simplement, ça le met dans une position de force pour les négociations qu'il va entamer. Alors, soyons géopoliticiens, puisque c'est votre chapeau, Philippe Labrec. On a l'impression d'avoir avec Trump, joue carte sur table, pas vraiment, mais il force tout le monde à se définir et puis il dit il y a ceux qui sont pour nous, il y a ceux qui sont contre nous. Est-ce qu'on peut parler on parle souvent de guerre commerciale, est-ce qu'on peut parler d'une autre forme de guerre qui ne serait pas militaire, mais qui rappellerait les deux oppositions communistes et capitalistes? Mon instinct premier me dit on est déjà entré en fait en 2016 dans la période, ce que j'appelle post-Pax Americana, ou du moins post-mondialisation heureuse là, qui a pris place. La paix américaine, Oui, exactement. Principalement depuis la chute du mur en 89, l'écroulement de l'Union soviétique en 91, jusqu'à justement à peu près le Brexit et la victoire de Trump en 2016. Une guerre froide entre le grand bloc mené principalement par la Chine, peut-être la Russie en deuxième position, et de l'autre côté, bien sûr, le bloc occidental, l'OTAN, mené très largement par les États-Unis. Avec l'Inde entre les deux, quoi. Avec l'Inde entre les deux qui joue un peu... l'Inde penche plus du côté occidental, dans le sens où l'Inde est presque en guerre permanente avec la Chine, on l'oublie, mais ils ont des contentieux historiques importants. Donc l'Inde, je ne crois pas, va tomber dans le camp de la Chine, mais l'Inde fait partie du BRICS, donc si vous pensez que si vous pensez que le pôle du BRICS en est un crédible, vous pouvez peut-être ajouter ce troisième pôle, mais la Chine en fait partie aussi. Donc, les choses fluctuent, sont en mouvement. Mais oui, globalement, là, mon premier instinct me dit qu'on est entré en 2016 dans cette nouvelle période de la guerre froide. Et là, elle s'intensifie depuis la victoire de Trump en 2024. Jusqu'à ce 2016 à peu près, selon vous, Philippe Labrec, on avait l'impression que le monde, il y avait des soubresauts, il y avait les attentats des tours jumelles, il y avait Gaza asphyxié par Israël, enfin il y avait des tas de trucs comme ça. On a l'impression que
Vous parlez de Pax Americana, de mondialisation heureuse, malgré quelques... Bon, il y avait des guerres civiles, il y avait ci et ça un peu partout, mais on vivait sous le parapluie états-unien, notamment le Canada, qui rêvait en couleur parce que le grand frère états-unien allait nous protéger, allait acheter nos produits, allait venir dépenser ses dollars chez nous, etc., etc., etc. Là, Donald Trump joue un peu au père fouettard et dit maintenant, je vous protège ou je vous fournis ci ou ça en échange. Et là, il y a un genre de rapport de droit et d'obligation. Mais c'est ce que je crois, c'est ce qui marque, disons, la nouvelle administration Trump et cette nouvelle phase historique, si je peux dire, suivant celle de 2016, c'est que Trump se retourne surtout contre ses alliés plus que ses ennemis. Oui, on sait ce qu'on voit, ou ses adversaires, là, si vous préférez. Dans le sens où je crois que l'Occident, donc le Canada et l'Europe principalement, ont été naïfs dans leur relation avec les États-Unis, dans le sens où ils ont commencé à croire, ou peut-être qu'ils ont toujours cru depuis le début, que c'était une relation d'égal à égal, quand en fait c'était une relation de dominant envers les dominés. J'utilise l'allégorie, si on peut dire, pas l'allégorie, mais la métaphore, je devrais dire, moyenâgeuse entre un vassal et son seigneur. Dans le sens où le concept d'État vassal existe, a toujours existé d'ailleurs. Oui. Et je crois que l'Occident, le Canada et l'Union européenne, ou les pays européens, si vous voulez dire, ne s'étaient pas rendus compte qu'ils étaient les vassaux. Ils se sont crus jouer, comme je disais, à force égale avec les États-Unis, quand en fait, c'est tout à fait l'inverse. Mais avant Trump, les États-Unis jouaient le jeu, si je peux dire. Les États-Unis ont toujours payé, directement ou indirectement, pour la défense de l'Europe, pour celle du Canada aussi, bien sûr. Ça ne veut pas dire que le Canada ne participait pas à l'OTAN, le Canada n'avait pas d'armée comme telle, mais de toute évidence, on l'a vu avec la guerre en Ukraine. Sans les États-Unis, il n'y a pas vraiment de défense de l'Europe. Le Canada n'aurait pas pu venir au secours de l'Ukraine par lui-même. Et donc, déjà en 2016, dans sa présidence, la première administration 2016-2020, Trump critiquait l'OTAN et les membres de l'OTAN pour ne pas payer leur juste dû au sein de l'Alliance, ce qui était tout à fait vrai, là, statistiquement parlant. Et donc, quand l'hégémon qui vous protège... Les qui? L'hégémon. C'est qui les Gémeaux? Non, les Gémeaux, la puissance hégémonique, si vous préférez. Ah, pardonnez-moi. J'avais compris comme les Gémeaux ou un truc comme ça. Ah, non, pardonnez-moi. Excusez-moi. La puissance hégémonique vous protège. Elle le fait en échange, disons, d'une certaine servitude. Elle s'attend à ce que vous répondiez présent quand elle vous le demande et que vous ayez quelques, j'ai envie de dire, des impôts à payer. Tôt ou tard, il y a un prêt à payer. Et l'Europe et le Canada l'ont oublié. Et là, aujourd'hui, la facture arrive. On nous sert la facture. On nous sert la facture et donc... On est surpris, mais on n'aurait pas dû l'être. En fait, on a vécu des largesses américaines pendant un certain temps. Je crois que les largesses américaines se font sentir fiscalement aux États-Unis, dans le sens où, par mauvaise gestion en premier lieu, là, je ne dis pas que c'est les responsabilités internationales des États-Unis qui ont mené à la situation fiscale désastreuse aux États-Unis, qui se résume par un endettement absolument stratosphérique et un déficit structurel qui monte en flèche. Philippe Labrec, c'est quand même pas la faute des Européens et des Canadiens si les États-Unis sont dans le trou, financièrement. C'est pas de leur faute. Ceci dit, ça va donner leur responsabilité, si je peux dire, dans le sens où Trump, quand Trump parle des tarifs, c'est une forme d'imposition sur les acteurs étrangers ou des non-américains, si vous préférez. D'accord, un tarif, c'est ce que c'est au final, c'est un impôt qu'on impose à des étrangers. Trump a un peu le choix entre augmenter l'imposition sur les Américains pour, avec un peu de chance, réduire le déficit et peut-être même l'endettement, là, quoi qu'on peut rêver en couleur pour l'instant, mais et ou taxer les étrangers, là, donc les puissances étrangères, les entreprises étrangères. Et donc, bien sûr, c'est beaucoup plus facile pour lui d'imposer un tarif ou tenter de renégocier les ententes internationales à sa faveur ou à la faveur des États-Unis. Pour essayer d'augmenter, si on veut, l'entrée d'argent, là, si je peux dire d'une façon assez primaire. Et donc, c'est comme ça, à mon avis, qu'on doit comprendre cette nouvelle relation, pas nouvelle relation, mais cette mise à jour de la relation dominé envers ses dominants, le dominant envers ses dominés, d'un point de vue fiscal et du point de vue relation internationale aussi, non? Je tique un peu sur une chose, Philippe Labrec. Vous semblez présenter les États-Unis d'avant Trump comme la puissance tutélaire qui offrait, qui donnait, qui protégeait, une sorte de grosse maman qui garantissait à ses amis, à ses poussins, une protection. C'était quand même un sacré marché. L'Union européenne, je pense, c'est le plus gros marché de consommateurs au monde, en tout cas démographiquement.
La culture états-unienne se répand partout par la force, par la persuasion, par l'argent. Je veux dire, les États-Unis n'ont pas été que les perdants de l'histoire. Ils ont acquis beaucoup plus d'influence. Ils ont étendu toutes leurs tentacules à tous égards. Même avant que Trump arrive. Trump ne va pas venir, vous nous avez exploités, maintenant on reprend nos billes. Oui, tout à fait. Je crois que c'est juste, ceci dit, je contrasterais. Oui. Vous rappellerez dans les années 90, lors de la guerre dans les Balkans, suivant l'éclatement de la Yougoslavie, Oui. bon, l'intervention de l'OTAN, qui était principalement une intervention menée par les États-Unis. Oui. À l'époque, la secrétaire d'État Madeleine Albright avait parlé de l'empire du bien, je cite ici le mot pour mot, l'empire du bien, en voulant dire que les États-Unis étaient bien... Elle reconnaissait le fait que les États-Unis étaient un empire de un, mais que, peut-être contrairement aux empires précédents de l'histoire, celui-ci était pour le bien. C'est vrai. Un bien objectif, si on peut dire, pour l'humanité. Là. Je résumerai la chose à ceci. La différence entre l'empire trumpien d'aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est que c'est un empire purement et seulement pour servir les intérêts américains. Et c'est une nouvelle phase de l'empire, là, si je peux dire. On peut faire une comparaison un peu douteuse, là, certains diront, avec l'Empire romain qui amenait la civilisation, si on peut dire, au peuple barbare. Et à un certain point, quand l'Empire s'est ossifié, si on peut dire, suivant Octave et compagnie, finalement, simplement extrait toutes les ressources, toute la richesse possible des provinces de l'Empire parce que Rome, comme telle, s'effondrait financièrement et peut-être même culturellement et psychiquement, si je peux dire. On est dans cette phase. On est dans cette phase où l'Empire ne peut plus donner à ses provinces, ses vassaux, comme je disais, et là, elle prend tout. Les États-Unis sont, je crois, à cette phase, à ce stade de l'Empire où il va aspirer, si je peux dire, les ressources du monde entier. Philippe Lamarck, dans son discours d'investiture, enfin hier à Donald Trump, fait référence à William McKinley, qui était le 25e président états-unien, juste avant Teddy Roosevelt. Donc sa mémoire a été, si vous voulez, il a été assassiné et sa mémoire a été un peu effacée. Il a quand même donné le mont McKinley en Alaska, que les Autochtones ont rebaptisé Nebali ou un autre nom comme ça. Il veut redonner le nom à McKinley, qui était président des États-Unis et qui avait vraiment voulu inaugurer un âge d'or des États-Unis. C'était l'expression exacte que Donald Trump a utilisée à nouveau hier. Il parle d'un âge d'or états-unien. Vous me parlez d'une ossification d'un empire qui suit un peu l'apogée. Donc les États-Unis seraient déjà sur leur déclin, alors que Donald Trump parle d'une renaissance. Je vous dirais que c'est symptomatique. Pourquoi? Les empires, justement, qui s'ossifient, qui entament leur déclin, mais qui sont quand même encore beaucoup plus puissants que tous les autres acteurs, vont toujours être conscients, de ce déclin, et donc vont vouloir revenir à, ici on dit un âge d'or, mais à une espèce d'époque où on avait une confiance en soi inébranlable, si je peux dire. Oui. La confiance américaine a été ébranlée à plusieurs reprises. Je crois que la défaite, au final, en Afghanistan, a laissé des marques beaucoup plus profondes qu'on doit le croire. Je dis pas que l'Afghanistan, mais l'Irak aussi. Je ne vais pas comparer la défaite en Afghanistan et en Irak à la défaite soviétique en Afghanistan dans les années 80, qui a mené quasi directement à la chute de l'Union soviétique. Mais il y a eu une perte de confiance importante suivant ce qui était 20 ans de guerre ininterrompue pour les États-Unis. Suivant aussi, on ajoute à ça, comme je dis, la situation fiscale absolument désastreuse. L'exceptionnalisme américain en a pris pour son rhume, si je peux dire, et les Américains l'ont senti, et surtout que l'Américain moyen, encore une fois, j'en avais parlé dans les chroniques précédentes, de l'Interland ou l'arrière-pays américain, qui a vu ses emplois déplacés, déménager en Chine et dans d'autres pays qui étaient à l'époque moins riches, du moins. Là. Donc, à tout ça, on ajoute un sentiment d'appauvrissement, et donc un écart entre les riches et les pauvres qui s'accentue presque à la seconde. Mettez tous ces facteurs-là ensemble et oui, le sentiment de déclin est ressenti, je peux dire, quotidiennement par les Américains. Et c'est un réflexe normal pour une grande nation, si je peux dire, une grande culture, une grande civilisation, de vouloir revenir à cet âge d'or. Et c'est pour ça que, à mon avis, là, que Trump utilise ce discours, mais ça aurait été un autre terme similaire. C'est un réflexe quasiment inévitable qu'on ait. On sent le déclin après avoir été au sommet du monde pendant si longtemps.
Philippe Labarrec, il nous reste 4 minutes. On parle de cette vision expansionniste et protectionniste de Donald Trump, telle qu'énoncée hier dans son discours, et même en filigrane dans toutes ses déclarations antérieures, et la signature des 1001 décrets, là déjà. Mm-hmm. Et vous avez fait allusion à l'Empire romain, puis il n'y a jamais eu d'empire. Enfin, ça a toujours été une république, mais avec une concentration de plus en plus forte dans les mains d'un seul homme. Mm-hmm. Vous avez cité Octave, qui s'est fait appeler Octave Auguste César, d'après son oncle, son beau-père, ou je ne sais pas trop qui était Jules César. Est-ce qu'on peut parler de césarisme dans le cas de Trump, une concentration de tous les pouvoirs dans ses propres mains, malgré la présence des institutions, et un appui sur le peuple, et aussi l'oligarchie financière? En fait, je crois la réponse courte est que oui. Il y a une concentration, ou du moins, il y a un désir de concentrer les pouvoirs exécutifs autour de Donald Trump, autour du président. Ça pourrait être quelqu'un après Trump, là, notamment J.D. Vance, par exemple, qui pourrait bien sûr continuer dans cette lancée. Le principe ou le concept du césarisme en est un que j'emprunte d'Oswald Spengler, là, donc j'ai déjà parlé ici. Là. De qui? Oswald Spengler, qui est un historien allemand fin 19e, début 20e siècle. D'accord, mais ce qu'il y a à comprendre, c'est que, encore, je reviens à l'idée là, que l'Empire américain dans une phase avancée, si on peut dire. Et comme Spengler dit, le César émerge pour remettre de l'ordre dans un système démocratique qui, aux yeux de Spengler, il faut dire, la démocratie, qui n'est pas du tout un démocrate, là, et en fait, le pouvoir de l'argent, conservateur, voire réactionnaire peut-être, mais pour lui, la démocratie est le résultat du pouvoir de l'argent, et donc du grand capital, comme on dirait, comme les marxistes diraient. Pour lui, le César est l'inversion de cette corruption, ou du moins de ce monopole de l'argent sur la démocratie, dans les mains d'un homme qui, encore une fois, va concentrer les pouvoirs exécutifs autour de lui pour rétablir la politique, ou le politique, là, comme certains diraient, dans le sens où, le peuple, là, le primat du peuple sur les intérêts, financiers d'une certaine élite. Il y a quand même les Jeff Bezos, les Mark Zuckerberg et les Elon Musk qui étaient présents à l'investiture hier. C'est pas des deux de pique. C'est pas des deux de pique. Je ne parle pas du point de vue moral, du point de vue financier. Exactement, non, tout à fait. C'est peut-être ce qui caractérise l'administration Trump. Ceci dit, quand on fait la distinction entre le populisme, disons que Trump est un populiste ici, là, pour faire court, et une forme d'élitisme, ce que les Romains appelaient les optimates, j'en ai parlé encore une fois dans une chronique ici, il y a quelques mois, je crois. En fait, les populistes et les optimates viennent de l'élite. Donc, c'est pas si surprenant, en fait, que Trump, qui vient d'une certaine élite, étant assez richissime, lui aussi, et élite financière, soit entouré d'une élite financière. Mais ils vont bien sûr adopter une posture et un discours qui va avoir des tendances populistes. Je ne dis pas que c'est pas, honnête là, comme façon de faire pour eux. Là. Je crois que, surtout Trump, croit ce qu'il dit. Là. Il y en a certains qui disent que Trump veut simplement faire de l'argent. À son âge, je crois que, de un, il y a assez d'argent, et de deux, ça ne sert à rien d'en avoir tellement plus. Là, je veux dire, il ne lui reste pas 100 ans à vivre, là, soyons francs. Donc, je ne crois pas que les motifs financiers qu'on lui prête sont réels, sont même logiques. Donc, je crois qu'il croit ce qu'il dit. Mais c'est pas surprenant que... En fait, c'est toujours l'élite, c'est toujours une minorité en termes numériques qui fait avancer l'histoire ou reculer l'histoire, dépendamment comment vous voulez voir les choses. Absolument. Et c'est pour ça que ça me surprend plus ou moins là, que Trump soit entouré d'un Musk, d'un Bezos ou d'un Zuckerberg, par exemple. Mais ça peut choquer parce que... ça peut contraster dans le sens où on voit que Trump fait appel au peuple directement, à l'Américain moyen. Il fait constamment appel dans ses discours. Et pourtant, il est entouré de qui? D'une oligarchie tech financière très hyper fortunée. Et on va Oui, allez-y. Et on va arrêter sur... Avez-vous une phrase historique à nous offrir avant de quitter? Une phrase historique? C'est la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission, Philippe. Avez-vous une phrase historique à nous révéler ou pas? Sinon, on va terminer. Pas de phrase historique, mais je vous dirais que les 2 prochaines années vont être houleuses. Je crois que Trump est dans une logique où il n'y a plus rien à perdre. Il va aller jusqu'au bout de ce qu'il croit, que son cercle fermé croit, et ça pourrait brasser. Merci Philippe Labarrec. On vous retrouve la semaine prochaine, en fait. On vous retrouve dans une semaine, exceptionnellement. Oui. Merci beaucoup, Philippe. Un plaisir.